dans cette vidéo, l'exemple parisien. Paris peut s'enorgueillir d'avoir préservé son patrimoine. L'enchantement de Paris comme une des plus belles villes du monde opère complètement aujourd'hui. Et pour l'instant, elle a évité l'écueil des villes-musées. Alors, on va revenir sur les grandes caractéristiques du patrimoine à Paris et de l'évolution de son urbanisme. Donc, premier point, un site préservé. Aujourd'hui, quand on se promène dans Paris, on peut très facilement comprendre et le site naturel qui a été choisi au départ, c'est-à-dire un site, l'île de la Cité, protégée par la Seine, une ville qui va progressivement, entre la fin de l'Antiquité et le Moyen-Âge, s'organiser en trois pôles, c'est-à-dire l'île de la Cité qui va rester la capitale politique avec le palais du roi et religieuse avec aujourd'hui la cathédrale Notre-Dame, la rive gauche consacrée aux grands ordres religieux, donc aux grands ordres aussi qui enseignent, donc c'est ce qu'on va appeler le quartier latin, là où les étudiants et les professeurs, les clercs parlaient ensemble le latin, donc avec tout un ensemble de couvents, de monastères, de collèges et aujourd'hui quartier des universités, donc c'est quelque chose où il y a vraiment une continuité. Et la rive droite qui, dès le Moyen-Âge, est le pôle économique, ce que l'on appelait la ville avec un grand V. Donc cette histoire de l'urbanisme à Paris se lie encore parfaitement. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que le site Toutes les berges de Seine ont été classées patrimoine mondial de l'UNESCO. On peut lire également les évolutions les plus récentes, comme les travaux d'Haussmann, le fait d'avoir capté tous les villages environnants quand Paris passe de 12 à 20 arrondissements en 1860, donc Belleville, Ménilmontant, Monceau, les Batignolles, etc. Quand vous vous promenez dans Paris, l'autre chose agréable, c'est que toutes les strates sont représentées par des monuments emblématiques pour chaque grande période, Antiquité, Moyen-Âge, Renaissance, temps moderne, 19e, 20e, etc. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire que la cité vraiment coche toutes les cases. Il y a eu quelques ratés, évidemment, quelques monuments disparus, regrettés si on lit tous les traités, tous les commentaires, mais je préférais rester sur une note positive et vous parler d'un des exemples les plus heureux dans la préservation de ce patrimoine, puisque c'est un monument que les Parisiens ont redécouvert depuis peu, un monument du XIIIe siècle, un collège des cisterciens qui a longtemps été une caserne de pompiers. Et puis, cette caserne a été finalement revendue par la ville de Paris au diocèse qui en a fait un lieu d'enseignement, mais également un lieu d'art contemporain. Et on a redécouvert, alors que c'était auparavant caché par un grand mur, une façade du XIIIe siècle. Donc voici, par exemple, des belles surprises de ce tour du patrimoine parisien. Alors, l'autre idée fondamentale à retenir, c'est que Paris a été en sorte un laboratoire d'idées, c'est-à-dire que des choses ont été voté, décidé, c'est à Paris d'abord que ça a été appliqué et ça a été copié ailleurs. Donc la loi très importante, c'est la loi dite André Malraux qui date de 1962 sur les quartiers sauvegardés. C'est-à-dire qu'alors elle a été appliquée pour le quartier du Marais, ancien quartier aristocratique où est né le modèle français de l'hôtel particulier entre cour et jardin, mais qui était devenu à partir du 19e siècle un lieu vétuste, délabré, où chaque hôtel particulier était divisé en ateliers de casquetiers, matelassiers, etc. Et donc un lieu qui menaçait d'être détruit par la spéculation immobilière, et avec aussi la crainte de la tuberculose, etc. Et l'idée de cette loi, c'est de dire, parce qu'il y avait bien un hôtel particulier qui allait être sauvé de la destruction, mais c'est de dire, attention, l'âme d'un quartier, c'est aussi ses commerçants, ses habitants, et donc, vous voyez, secteur sauvegardé, ça veut dire que c'est le quartier dans son ensemble qui doit garder son âme, donc la petite ruelle tortueuse et justement moins lumineuse et moins dans l'esprit de l'époque, eh bien, fait partie de l'histoire du Marais. Et donc, ça a été vraiment une grande première en France et ça va être suivi dans le quartier des Traboules à Lyon, dans tout un autre ensemble de vieux noyaux historiques urbains. Autre exemple, blanchiment des façades. Les façades de suie, de charbon. Il y a eu 8000 ravaleurs employés rien que pour restaurer le Louvre. Et Alain Juppé, quand il est arrivé à la mairie de Bordeaux, a fait la même chose avec sa ville. Et ça reste des choses extrêmement populaires qui frappent l'esprit des gens. Au début, ils sont un petit peu décontenancés quand ils voient apparaître la cathédrale Notre-Dame toute blanche. Mais c'est quelque chose qui va finalement obtenir le plébiscite de la part des Français.
Troisième exemple qui a été suivi jusqu'à New York, la coulée verte. Donc, là, on est dans le cadre des grands travaux des années 80. On ferme la gare dite de la ligne de Vincennes qui est détruite pour être remplacée par le projet de l'Opéra Bastille. Et il y avait un viaduc ferroviaire qui amenait à cette gare, qui est conservé, qui devient le viaduc des Arts et que l'on aménage en coulée verte ou promenade plantée. Et à New York a copié cet exemple avec ce qui s'appelle la High Line, qui est aujourd'hui un des hauts lieux également d'attraction touristique. Donc vous voyez que Paris a vraiment eu ce rôle de laboratoire d'idées. Dernier point, en revanche, qui est plus en demi-teinte, Paris va-t-elle réussir le pari d'être au rang international des grandes mégalopoles? Alors mégalopole, non, clairement on n'en a pas la place. Paris, c'est une ville assez petite par rapport à d'autres capitales mondiales, très densément peuplée. D'où l'idée de bousculer un petit peu cet urbanisme avec le projet lancé en 2008 du Grand Paris. Donc on continue d'intégrer Paris avec ses faubourgs, avec sa banlieue. Ça suscite avec l'idée d'une meilleure desserte internationale. Donc il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites. Il y a quand même une grande lacune sur le rapport entre bâti et espace vert par rapport à des villes comme Londres, Berlin. Paris n'est pas à la hauteur. Et il y a un autre problème, mais qui est peut-être en passe d'être surpassé, c'est le fameux désamour des gratte-ciel des Parisiens qui seraient plus conservateurs qu'ailleurs, le désamour de la tour Montparnasse qui n'a jamais trouvé sa place, jamais été apprécié au cœur de Paris, mais le Grand Paris va peut-être permettre cette ouverture avec la réalisation déjà faite par Renzo Piano du tribunal de grande instance et les tours du haut, donc non pas jumelles mais du haut, de Jean Nouvel qui sont en train d'être construites sur l'avenue de France, donc à la périphérie du 13e arrondissement.